Valentin Doyen est là pour son livre Émile, les zones grises de l'enquête aux éditions Fayard. Émile n'est pas entré dans ma vie, écrivez-vous, il est entré aussi dans l'existence de mes proches. Que veut dire cette phrase ? Écoutez, ça veut dire qu'une telle affaire aussi dramatique, aussi mystérieuse quand on est père de famille, on l'amène aussi un petit peu chez soi, et même beaucoup chez soi. Et donc, j'ai un enfant de l'âge d'Émile, j'ai transposé, j'ai fait cette erreur. Et c'est devenu un peu l'affaire de ma vie. Voilà. Alors aujourd'hui, ou ces dernières heures, on a appris qu'il y avait de nouveaux prélèvements. Je crois qu'il y a 106 prélèvements d'ADN réalisés sur les habitants. Ils seront bientôt exploités. Mais je crois que c'est une deuxième vague ces dernières heures qui a été commandée. C'est bien cela ? Écoutez, les prélèvements ADN, en réalité, il y en a depuis le début de cette affaire, depuis presque 3 ans maintenant. Mais c'est vrai que ça s'est accéléré il y a de cela 1 mois, parce que les enquêteurs et les juges instructeurs ont élargi le cercle. Ils cherchent maintenant à savoir qui a pu déplacer le corps de cet enfant il y a plus de 2 ans et demi maintenant, et qui peut également écrire certaines lettres, certains courriers anonymes qui intéressent la justice. Ces courriers anonymes qui sont adressés à qui ? Essentiellement à destination des enquêteurs de la section de recherche de Marseille. Il y en a eu des milliers, franchement, depuis juillet 2023, des milliers de courriers qui ont été envoyés. Et pour autant, il y en a 99,9% qui vont à la poubelle, même s'ils sont tous épluchés par les enquêteurs. Et puis, il y a un faible pourcentage assez intéressant aux yeux de la justice. Mais de quoi on est sûr aujourd'hui dans l'affaire du petit Caroline Iturbide. Que cet enfant a été tué, que cet enfant a été caché. Ouais. Et ensuite, c'est le grand mystère. Parce que 2 ans et demi après, on ne sait pas exactement où Émile a disparu. Il y a la piste des grands-parents qui était suivie pendant longtemps. La piste familiale qui, aux yeux de la justice, n'est pas encore fermée. Il faut se ranger derrière ce qu'a dit le procureur Blachon. C'était il y a un peu plus d'1 an maintenant, à l'issue des gardes à vue. La piste familiale n'est pas fermée. Pour autant, c'est ce que j'explique dans le livre, il y a des zones grises au sein de cette famille. Il y a peut-être encore des choses à faire, même s'il y a déjà beaucoup d'investigations qui ont été menées. Et puis, il y a ces habitants, ces habitués du hameau du Haut-Vernay qui peuvent aussi intéresser les enquêteurs, en tout cas qui intéressent les parties civiles. Le Haut-Vernay, écrivez-vous, est un microscopique hameau, une petite église, une fontaine, quelques maisons collées et des chats qui dorment sur les rebords des fenêtres, un endroit accessible par une seule et unique route, les autres chemins étant difficilement carrossables et réservés aux tracteurs, pick-up, quad et autres. Alors d'abord, il y a une qualité d'écriture chez vous, c'est un plaisir d'écriture. Alors, je ne sais pas dans quel domaine avant vous interveniez. Pas la presse écrite. Voilà, plus la télévision. Ouais. Voilà, plus la télévision, sans doute, Valentin Doyen. Mais c'est vrai qu'on lit ça comme un polar. Mais la question de Caroline est excellente. Qu'est-ce qu'on sait ? Vous nous dites Émile est mort. Il a été tué. Il a été tué. Il y a presque un parallèle avec l'affaire Grégory, en fait. Pas vraiment. Finalement, pas je trouvais. Non, mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a 300 pages. Il y a 300 pages et il y a forcément... Il y a 300 pages et forcément vous avez trouvé des choses. Bien sûr. Voilà, c'est ça, parce que autrement... Évidemment. Il y a, et vous avez peut-être une intime conviction. Alors, j'en ai pas. Et justement, au bout de 2 ans et demi d'enquête, tous les jours à travailler dessus, il n'y en a pas. Cette affaire, sur le papier, elle est extrêmement simple. Vous l'avez dit, un hameau, on dirait le sud de Nino Ferrer, ça ressemble à ça, le Haut-Vernay. Et puis, il y a quelques personnes qui sont présentes, et en un quart d'heure de temps, ça se passe. L'enfant se volatilise. Et c'est un boyau de 50 mètres, là où ça se passe. Donc ça paraît très simple sur le papier. Et pourtant, c'est extrêmement difficile. Pourquoi ? Parce qu'à l'heure où l'on se parle, les gendarmes n'ont que des faisceaux d'indices. Il n'y a pas la thèse de l'accident. Mais la thèse de l'accident, elle est sur la table. Pour autant, aux yeux de la justice, c'est homicide volontaire, les chefs d'accusation, et recel de cadavres. Alors, vous savez qu'en matière de justice, on part toujours du chef d'accusation le plus haut pour ensuite le rabaisser. Ça donne les coups des franches pour mener des investigations. On n'est pas à l'abri que dans quelques mois, ça soit revu comme un homicide involontaire. C'est une hypothèse, mais aujourd'hui, aux yeux des enquêteurs, Émile a été tué volontairement. Alors, il y a une différence sans doute avec l'affaire Grégory, c'est que Grégory, c'était de l'ordre de la vengeance et d'un crime de sang, alors que là, la piste de l'accident qui aurait été après, ou non pas maquillée, mais la mort involontaire, parce que pour des raisons de peur, qu'on vous accuse, pourquoi pas, ou qu'on vous sente
y ait de responsables de cette mort. On peut imaginer psychologiquement, il y a quelque chose qui on avait tient. dit ça pour mais pour Grégory, aussi. ça avait été envisagé également au tout début. On avait dit ça aussi pour l'affaire Grégory. Oui, mais, au tout début, ça a été envisagé. Sa mère, il serait mort dans la baignoire. Oui, mais exactement. C'était une simple hypothèse. Non, mais il y a une différence, c'est que l'affaire Grégory, aujourd'hui, on sait. Pardonnez-moi. Ah bah non, justement. Mais non, vous avez raison. Mais on sait Alors, l'affaire il a raison, Grégory. Pascal. Tout le monde Enfin. tout le monde sait. On sait À l'inverse tout. d'Émile. Pardonnez-moi. Vous me le direz, hein. Je ne vais pas le dire à l'antenne parce que je pourrais être moi, je me suis poursuivi. intéressé longtemps. J'ai Moi, non, rencontré moi, les j'ai pas de directeurs certitude non d'enquête. plus, on sait pas. En Je tout cas, la connaissais le juge justice n'a Lambert. jamais donné, Je connais toute l'affaire. Je ne sais rien. Moi, je suis d'accord avec Georges. Mais non, on ne sait pas. Vous savez. Georges, Mais vous êtes tout seul à savoir. Je suis sérieux là. Là, vous feignez tout le monde, Jacques Expert, que j'ai reçu 10 fois, Christophe Ondelat. Christophe Ondelat, tout le monde sait précisément ce qui s'est passé dans l'affaire Grégory aujourd'hui. Très bien. Et tout le monde le sait. Donc, Sauf Georges et moi. Une différence notable, c'est que l'affaire Grégory est retrouvée le jour de sa disparition, ligoté, et il y a la lettre d'un corbeau. Ça veut dire que on sait tout de suite que c'est probablement dans la sphère familiale. Oui. L'affaire Émile, là, hormis qu'il y ait un enfant et que Émile Soleil. Émile Soleil et que des millions de Français sont touchés, étonnant. Soleil. il n'y a pas de revendication, il n'y a pas de corps qui a été retrouvé, il n'y a que la moitié d'un crâne et quelques vêtements. Il manque encore, alors l'on se parle, l'intégralité du squelette de cet enfant. Et il n'y a aucune revendication. Donc, hormis l'émotion nationale et le fait qu'aujourd'hui, Moi, je Émile vois un Soleil, point commun. C'est que qu'on ce ne sait soit un pas. enfant. Non. Il y a un autre point commun, c'est que la dernière personne qui a vu l'enfant vivant, que ce soit Grégory ou Émile, c'est un membre de la famille. Non. Et non. Mais si. Ah non. Il a c'est les échappé témoins dans le oculaires. jardin à la mère, à Christine Villemain, le petit Grégory. Peut-être, mais pas Émile. Et Émile, il était avec son grand-père, il était en train de monter dans la voiture. Et c'est là où c'est pas la même chose. Il y a 2 témoins oculaires. Si on est factuel, les 2 dernières personnes à avoir vu Émile vivant, ce sont ces 2 témoins oculaires qui disent que l'enfant descend le hameau seul et que quelques minutes après lui, il y a son grand-père qui le suit. Or, si on est factuel, ce sont eux qui voient Émile descendre. C'est pour ça que c'est si compliqué aux yeux de la justice. Il n'y a pas de corps, mais il y a aussi ces 2 témoins oculaires qui disent voir un enfant vivant seul qui s'égare. Or, les gendarmes, quand ils attaquent leurs premières investigations et leurs premières recherches, ils cherchent un enfant vivant. Et ce n'est pas du tout la même chose que de chercher un enfant vivant qu'un enfant très certainement tué et déjà caché, déjà dissimulé. Ces 2 témoins oculaires ne font pas partie de la famille. Ces 2 témoins oculaires ne font pas partie de la famille. Ils ont été écartés, évidemment. Ils ont été écartés de la liste des suspects. Et ça, c'est combien de temps avant la mort ? On ne sait pas quand est-ce qu'est mort Émile. Est-ce qu'il est mort au moment où il a disparu ? Ça aussi, c'est une interrogation. Est-ce qu'il a été tué plus tard ? 17h44, c'est passionnant comme toutes, évidemment, ces affaires criminelles de vous écouter. Précisément, quand est-ce qu'on retrouve ce crâne ? Il arrive le 30 mars 2024 et c'est vrai que c'est la veille de Pâques. Et c'est vrai qu'on avait beaucoup parlé du catholicisme des proches de l'enfant. Donc tout le monde y a vu un lien et moi le premier. Pour autant, ce qui est très important, c'est que 2 jours avant cette découverte macabre, il y avait la mise en situation. C'est une sorte de reconstitution qui ne dit pas son nom, une mise en situation. Faite par qui ? Par les policiers, enquêteurs, la section de recherche de Marseille et les juges instructeurs, les 2 juges d'instruction d'Aix-en-Provence qui étaient présentes au hameau du Haut-Vernay. Et là, ce sont 19 personnes qui étaient convoquées pour revivre leur journée du 8 juillet 2023. Dans les 19 personnes, il y a toute la famille. Et il y a une évidemment. bonne partie de la famille. Alors pas les toute la grands-parents, famille. je rappelle, les grands-parents maternels, c'est Anne et Philippe Védo-Vigny. C'est ça. Les grands-parents paternels, c'est Pierre et Yvonne Soleil. Oui. Il y a 10 enfants, ils ont 10 enfants, dont Marie, qui est la mère C'est d'Émile, ça. famille catholique, Exactement. qui a été présentée et parfois même attaquée, Oui. caricaturée, j'ai envie de dire. Donc ils ont 10 enfants, Marthe, Maximin et Marie, qui sont tantes et oncles d'Émile, qui seront mis en garde à vue d'ailleurs, Marthe et Maximin. C'est ça. Et puis de l'autre côté, il y a les grands-parents paternels, Pierre et Yvonne Soleil, je l'ai dit, avec Colomban, qui est le père Colomban. Colomban étant marié avec Marie. Il y a 2 frères, 2 sœurs, et Émile avait un frère et une sœur. Oui, c'est ça. Cette famille vit où aujourd'hui d'ailleurs ? Toujours au même endroit, à la Bouilladis, dans les Bouches-du-Rhône. Ils essaient de se reconstruire et c'est pas évident pour eux. Voilà. Et je vous ai interrompu lorsque vous disiez que ce crâne est donc retrouvé au moment de la mise en situation. 2 jours après. Ouais. Et en quoi faites-vous un rapport entre la mise en situation qui est annoncée, nous sommes d'accord, et le fait qu'on retrouve ce crâne ? Mais il y a une hypothèse sur la table et elle est défendue notamment par les parties civiles, par l'avocate du grand-père, Maître Colombani, c'est que
eh bien, une personne a pu prendre peur, une personne convoquée ou non, d'ailleurs, parce que la mise en situation, nous, on l'a expliqué avant, mais c'était un peu abstrait aux yeux des habitants et des habitués de ce hameau du Haut-Vernay. Alors, est-ce que un individu, un homme ou une femme a pris peur et s'est débarrassé à la hâte de ses ossements? Je vous rappelle que c'était un crâne qui a été retrouvé, un fragment de tibia et quelques vêtements, dont des chaussures sans lacets. Qui aurait été chez cette personne et elle aurait pris peur d'une perquisition, c'est ce que vous dites. Parce qu'on ne sait pas à quoi ressemble une mise en situation. Est-ce que les gendarmes allaient venir à plusieurs? C'est pas un hasard, c'est vraiment très important ce que vous dites. Ben oui, parce qu'il y a celles et ceux qui ont vu le rapprochement avec Pâques. Donc en pensant à la famille, puis à celles et ceux qui se disent oui, mais il y a quand même cette mise en situation qui est un acte d'investigation, un acte d'enquête qui est important, qui peut être crucial, puisque ce jour-là, on a demandé aux principaux concernés qui étaient là au moment de la disparition avec qui vous étiez. Qu'est-ce que vous avez vu? Est-ce que depuis votre terrasse, vous avez bien vu l'enfant? Mais c'était bien lui, de dos? C'est des questions assez difficiles. Ça a duré toute la journée. Ils n'ont aucune certitude aujourd'hui, ou ils ont parfois, ou ils ont peut-être, pardonnez-moi, des certitudes que par définition, ils ne disent pas. Ah bah, ils ne disent rien. Il faut savoir que la section de recherche de Marseille s'est verrouillée à double, voire triple tour. C'est l'enquête la plus importante et la plus difficile de la gendarmerie nationale depuis ces 40 dernières années. Il y a toujours l'épée de Damoclès au-dessus de la tête. Et combien de personnes? C'est-à-dire aujourd'hui 6 dans la cellule nationale d'enquête. 6 personnes à temps complet. À temps complet, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, par exemple, on est mardi. Ça travaille dessus. Ces gens ont travaillé toute la journée. Ah, bien sûr, c'est une évidence, puisque là, il y a eu ces ADN qui ont été prélevés. C'est beaucoup quand même. Pardonnez-moi, il y a des gens qui nous écoutent qui peuvent se dire tiens, la gendarmerie française met 6 personnes en permanence sur un dossier matin, midi et soir. On est monté jusqu'à 15. Dossier, oui. On est monté jusqu'à 15. Il y a une réflexion à avoir. Vous m'étonnez, moi, que ce soit à temps complet. C'est 6 quotidiennement. On est monté jusqu'à 15. C'est une enquête. Mais il y a un moment, quand même, on arrête si on n'a pas de, si on n'a rien. Mais quand je vous pose la question. Parce qu'aux yeux, on a le pôle. On voit bien qu'avec on a le pôle de Nanterre, Paul Colquez. Colquez, qui au bout d'un certain nombre d'années reprend à plein temps ce type d'affaires. Mais il faut que la section de recherche. Alors, il faut surtout que la section de recherche de Marseille soit d'accord. Il faut aussi que le pôle criminel d'Aix-en-Provence se dise l'enquête est au point mort. On la donne à Nanterre. Sauf que à leurs yeux et aux yeux du procureur Blachon à Aix-en-Provence, l'enquête est vivante, elle peut rebondir et ils attendent beaucoup de ces prélèvements ADN. Vous n'avez aucune certitude, nous disiez-nous, aucune piste. Est-ce que quand même vous pensez que c'est davantage un meurtre ou un accident? Ah, écoutez, je ne peux pas me prononcer là-dessus. Ou un assassinat. Tout est possible. Ils étudient toutes les pistes, c'est très difficile. Moi, je dis simplement animal. Mais il y a eu la thèse de l'animal, de l'aigle. C'est la seule qui a été fermée. Elle a été écartée. Mais l'aigle, franchement, ça ne tenait pas la route. Pourquoi? Mais parce que les gens qui vivent là-bas savent bien plein d'aigles là-bas dans cette mais un aigle ne peut pas emporter un enfant de 15 kilos. Non, monsieur Fenachi. Ah non, aucun aigle dans le Verdon. En tout cas, la piste a été fermée. J'y vis. Non, au Canada, oui, mais aucun aigle dans le Verdon ne peut embarquer un enfant de 15 kilos. Ça, c'est faux. Un chaton, un chiot, un agneau de lait, mais pas un enfant de 15 kilos. Alors, il y a eu aussi le spectre du loup. Là, il y en a beaucoup. Mais le loup, c'est encore une légende urbaine. Ça a été écarté, même si ça a été étudié par les enquêteurs. Non, aujourd'hui, c'est l'acte d'un homme ou d'une femme qui est privilégié pour expliquer la mort de cet enfant.